Bonjour Franck. Bonjour, Cécile. Eh ben, écoute, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le chapitre sur hommes et femmes sacrés Hmm. de ton livre, parce que pour moi, tu as une approche, voilà, qui t'est particulière, euh, en tout cas dans la manière dont tu la présentes. Hmm. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs quelle a été l'intention de ce chapitre? Euh, L'intention, c'était de pouvoir imaginer qu'effectivement l'individu en quête ou en recherche de lui-même ou en développement de sa propre identité puisse imaginer à un moment donné, d'une façon naturelle, rentrer dans le jeu de la relation. Et le jeu de la relation de l'homme et de la femme est le lieu vraiment puissant pour moi où les identités profondes peuvent se révéler et et se mettre en éclairage. Donc on voit que depuis quelque temps maintenant, on parle beaucoup du féminin sacré comme une force d'émergence ou de réémergence. Euh, pour moi, il y a aussi le masculin sacré, c'est-à-dire comment l'homme euh, peut s'associer et devenir aussi le complice de quelque chose qui émerge et qui va, à mon sens, redéfinir aussi la puissance du couple et la puissance de la relation, je dirais, homme-femme, genrée quelque part. Donc, pour moi, il n'y a rien de sacré si derrière, il n'y a pas le mot conscience. Et donc, à partir du moment où la conscience est apparente à travers un modèle, à travers une image, à travers une représentation, quelle qu'elle soit, on peut substituer au mot conscience le mot sacré, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est en cohérence avec la géométrie de la création, quelque part. Donc hommes et femmes sacrés, ça me semblait important dans le livre de pouvoir nommer ça et expliciter aussi le fait que plus l'individu devient conscient, plus en fait il sort je dirais, de ces péripéties d'humanité qui l'amènent sur sur des expressions de lui qui sont douteuses ou un peu équivoques. Euh, Plus cette identité profonde se révèle et se réveille à l'intérieur de nous par le fait d'un travail aussi intérieur, et plus l'image de l'homme et de la femme sacrée émerge. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée, c'était de pointer ça et sans donner obligatoirement des protocoles ou des réponses particulières, mais simplement le fait de le désigner permet à chacun de pouvoir faire son propre chemin vers l'idée, le concept ou l'archétype de l'homme et de la femme sacrée. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment l'individu humain inscrit dans une logique d'harmonie, dans une logique de connexion avec le vivant, avec la vie, avec tout ce qui se représente, tout ce que l'univers et la vie représentent comme, je veux dire, comme, j'ai un peu de difficulté à employer le mot perfection, j'ai plutôt envie d'employer le mot harmonie, quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour l'homme aujourd'hui comme changement profond et pour la femme aussi? Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Bah, disons qu'il y a un contexte. Il y a un contexte historique qui, de fait, place, je dirais, un mouvement d'évolution sous une certaine forme. Pour être plus clair, on voit bien que ce qui est en réveil, en éveil, en émergence d'une façon plus prépondérante, c'est tout ce qui tourne autour du féminin sacré, c'est-à-dire de la femme qui reprend petit à petit une certaine puissance sur les choses, d'accord. Une puissance qui ne doit pas se traduire par un pouvoir sur les choses, mais sur
sa juste place. J'ai toujours considéré que la femme est régente sur cette planète parce que c'est une planète féminine, c'est une planète yin. La femme dans son principe de création et notamment à travers l'enfantement euh, j'ai envie de dire, nous montre sa fonction de créatrice, hein, et d'amener dans cette matrice terrestre aussi les éléments de vie. Ça ne veut pas dire que la femme est supérieure à l'homme, ça veut dire qu'elle est régente sur, pour moi en tout cas, elle est régente sur cette planète et que la fonction de l'homme, du masculin, c'est de pouvoir servir ce plan de création. D'accord? Ça ne l'invalide pas, ça ne le met pas en sous-ordre, ça ne le met pas, je veux dire, en tutelle de la femme ou du féminin, ça le met au service de. Et le service est aussi noble, hein, que celui que la femme porte, et qui est une charge qui est quand même extrêmement, je veux dire, qui n'est pas simple. Hein, c'est-à-dire, c'est une fonction qui n'est pas obligatoirement très simple, ou ça veut dire qu'il y a une responsabilité, hein, de création, dans le principe de création et de co-création. Et donc, les deux acteurs doivent pouvoir retrouver le chemin d'une complicité autour de cette définition de la fonction de la femme incarnée sur cette planète. Alors tout ça, effectivement, ça peut paraître un peu ésotérique, un peu lointain, un peu théorique, un peu... Après, sur un plan pragmatique et tout, on voit bien que à partir du moment où cette conscience n'est pas clairement établie en chacun, la fonction qui accompagne cette conscience est difficile à mettre en place, et aussi à la fois de clarifier la nature du lien entre l'homme et la femme, et donc celle du couple, bien évidemment, parce que c'est vraiment le creuset alchimique dans lequel se produirait, en tout cas, cette rencontre et cette co-création. Et moi, ça m'évoque, ce que tu racontes, finalement, un rapport entre l'aspect féminin et masculin à l'intérieur de soi. C'est-à-dire comment le masculin intérieur vient soutenir le féminin, et comment dans cette danse intérieure, en fait, s'exprime l'être profond que nous sommes. Et du coup, dans le couple, c'est, je dirais, une danse à 4 personnages, presque. Ben, oui, bien sûr que je dirais la représentation, enfin ce qui se joue sur cette planète dans cette dimension-là, c'est l'évidence de deux énergies, yin-yang, qui ont été largement élaborées à travers toutes les approches philosophiques, religieuses, spirituelles et autres, et qui font qu'il y a deux principes qui sont là pour, comme deux brins d'ADN, s'enrouler l'un autour de l'autre pour ériger quelque chose. Donc, on ne peut pas ne pas imaginer qu'effectivement, chaque individu, qu'il soit genré féminin ou masculin, soit invité à l'équilibrage de ces deux principes et de ces deux énergies. Tu vois, une énergie féminine, une énergie masculine, c'est-à-dire un yin et un yang, je dirais, c'est une proposition d'expérience vibratoire, et que ces deux expériences doivent, je dirais, au final, être équilibrées en chacun d'entre nous. D'accord ? La problématique, c'est que, effectivement, la femme et l'homme sont genrés, donc ils ont un aspect, on va dire, féminin et masculin, mais à l'intérieur de chacun d'entre nous, l'équilibrage de ces deux énergies et la compréhension de ces deux principes, le principe féminin et le principe masculin, doit être intégré pour qu'il y ait une belle harmonie, un bel équilibrage, comme une forme d'androgynie énergétique au service d'eux. C'est parce que c'est toujours au service d'eux. Donc, effectivement, à partir du moment où ces équilibrages sont établis, je dirais, au fond, le jeu relationnel, qu'il soit avec
un homme ou une femme, deux hommes ou deux femmes ou autre, ça veut dire que globalement, ce sont deux êtres en équilibre dans leur posture intérieure qui font naître quelque chose, c'est-à-dire par le fait de l'échange et par le fait de la relation, vont faire naître quelque chose qui va élever les deux quelque part. Donc c'est bien sûr que on ne peut pas parler d'idéalité en disant que le couple est le lieu idéal pour le faire. Non, deux individus qui se rassemblent, qui se ressemblent et qui se réunissent sont là pour co-créer quelque chose, que ce soit sur le plan de l'amitié ou sur le plan de la relation plus intime ou amoureuse. Ce qui brouille beaucoup les pistes, c'est vrai que on a une espèce de fantasme comme ça culturel autour du couple, homme-femme genré, pour établir cette alchimie, pour établir cette co-création dans le sacré et autres. Et à la fois, le couple genré n'est pas le seul lieu où cette alchimie peut se produire. Oui, on pourrait dire c'est un espace d'exploration, Oui, je dirais, de l'expression de l'être, en fait. ben ça devrait. En tout cas, la proposition, c'est que ça puisse l'être à un moment donné, c'est-à-dire qu'on puisse dépasser par le fait, je dirais, de la relation homme-femme genrée, que l'on puisse établir un lieu initiatique où on va pouvoir, je dirais, laisser l'expression de nos humanités opérer pour que on puisse voir toutes les impasses, tous les écueils, toutes les restrictions, toutes les étroitures qui font barrage effectivement à l'émergence individuelle de notre être, et que ça puisse se jouer dans le jeu de miroir dans le couple et dans l'intime quelque part, que ça soit un lieu effectivement qui soit un lieu propice à ça et qui soit pas, je veux dire, ressenti comme quelque chose de confrontant, de pénible, de dérangeant ou autre, c'est-à-dire que c'est vraiment un espace où on va pouvoir avoir le bénéfice de ce miroir, le bénéfice de ces informations précieuses sur nous-mêmes et alternativement, c'est-à-dire qu'effectivement les deux se renvoient quelque chose qui est précieux pour les deux et qui fait grandir tout le monde, à partir du moment où c'est vécu, bien vécu, c'est-à-dire à partir du moment où, je veux dire, de toute façon, le grandir, s'éveiller, évoluer, c'est une prise de risque, et la prise de risque ne se fait pas dans le confort, donc ça sera toujours inconfortable, mais il faut s'habituer à l'inconfort pour y voir une perspective de croissance. Si on voit la perspective de croissance derrière les inconforts relatifs vécus parce qu'on vient me déranger dans mes schémas, on vient me déranger dans mes repères, on vient me déranger dans tout ce que je pense être établi au bon endroit, c'est sûr que globalement le couple devient dérangeant ou l'autre devient dérangeant. Mais si on inverse le processus et si on voit à travers cette fonction du couple un éclairage sur soi-même, au profit de soi-même, et qui va déblayer le terrain de toutes nos peurs, angoisses, notre névrose personnelle et autres, ça veut dire que effectivement on fait un travail extrêmement intéressant pour l'émergence de notre identité profonde. Et pour toi, du coup, ça serait quoi les conditions favorables pour qu'émerge ce couple-là? Aujourd'hui, au vu de ton expérience, de ce que tu as recherché, ça serait quoi ces conditions favorables pour que ce couple conscient émerge? Alors, les conditions favorables sont des conditions réalisées à l'intérieur de l'individu lui-même. C'est-à-dire une audace, un désir d'aventure, un désir d'évolution, je vais dire un souhait d'authenticité, de mise à nu, c'est-à-dire de ne pas craindre la mise à nu sur tous les aspects de son humanité,
une vraie authenticité, c'est-à-dire vécue et demandée, c'est-à-dire un appel profond de dire j'ai envie d'être vraiment vrai avec moi-même, avec la vie, avec ce qui me traverse, depuis d'arrêter j'allais dire le besoin frénétique de représentation agréable de moi-même, ok, sachant que toute mon humanité est là, elle fonctionne, elle a une raison d'être et que c'est aussi un niveau d'expérience personnelle et initiatique que je dois intégrer quelque part et transcender. Pas dépasser, mais transcender. C'est-à-dire, ok, voilà. Donc les conditions favorables, c'est, pour moi, c'est avant tout vraiment un désir profond d'aventure intérieure, de vérité intérieure, d'authenticité, d'aller vers cette archéologie de l'être, c'est-à-dire, et à la fois aussi de comprendre aussi toute la genèse de ça au fond, hein, de voir d'où je pars et quelle est ma perspective de croissance, sachant que en fait le processus d'évolution vers des états de plus en plus élevés vers la conscience, c'est un peu à l'infini. Donc je m'inscris dans quelque chose qui est infini. Moi j'ai un peu l'habitude de dire nous sommes condamnés à évoluer, ne faisons pas de l'évolution une condamnation, c'est-à-dire une pénibilité, un chemin de croix, quelque chose qui... Ça ne sera pas confortable, ça l'est, pas confortable, et de toute façon, si on veut échapper à l'inconfort, on n'y arrivera pas. Donc à un moment donné, s'habituer à l'inconfort et faire que transformer le mot inconfort par rendez-vous, c'est-à-dire j'ai des rendez-vous avec la vie, j'ai des rendez-vous avec l'existence, j'ai des rendez-vous avec moi-même qui dérangent aussi, qui vont malmener quelque part des repères que j'avais envie de fixer en moi, que j'avais envie de sacraliser, que j'avais envie de pétrifier au fond de moi-même pour dire c'est le bonheur est quelque chose qui doit être une fixité en moi. Bon, on voit bien que ça ne marche pas et que globalement la vie est un mouvement permanent d'évolution, donc qui demande une très grande souplesse, une adaptabilité, une acuité au changement, à la fois aussi une science de la relativité, c'est-à-dire tout est relatif dans mon expérience humaine et que les vérités absolues, je dois peut-être un petit peu me méfier de ce genre de vocabulaire. D'accord ? Donc à la fois beaucoup d'humilité aussi dans le processus. Je me permets d'ajouter aussi cette notion dans le lien de l'engagement. La notion d'engagement, c'est, je dirais, le fruit de l'expérience et le cadeau de l'expérience sera à la hauteur du niveau d'engagement dans lequel je vais pouvoir me mettre. C'est-à-dire que l'engagement, c'est une prise de risque. D'accord ? Et rien n'est prévisible dans le risque. D'accord ? Donc ça ramène toujours à la posture de l'aventurier. C'est-à-dire que l'aventurier ne découvre pas des terres nouvelles s'il ne prend pas le risque d'aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il va découvrir et qui va le mettre, je dirais, dans qui va l'exposer dans plein de circonstances. Donc moi, dans mon expérience personnelle, j'ai vécu toujours ce désir profond de l'engagement. Parce que pour moi, l'engagement amène à quelque chose, à une profondeur dans un processus d'expérience. Ok. Et il n'y a pas de profondeur dans un processus d'expérience, il n'y a pas un engagement. À le traverser, à le vivre, quoi. À le traverser, à le vivre, à prendre le risque, c'est-à-dire c'est je m'engage. Et à la fois, comme je dis, rien n'est prévisible quelque part, même si on a des grandes lignes ou quand on a des souhaits, des rêves ou des fantasmes. Ok, on va essayer de concrétiser un petit peu ces choses-là, mais au fond, il y a plein d'imprévus et d'imprévisibles qui se produiront. Donc c'est toujours la même chose. Ça sera hyper bien vécu et ça sera un cadeau, un enrichissement fabuleux à partir du moment où cette composante de l'aventurier, du quêteur, de la personne du cheminement, du pèlerin,
qui prend l'audace du chemin, bon, bah, le cadeau en retour, c'est ça, quoi. Donc, pour moi, les cadeaux sont à la hauteur de la puissance de l'engagement dans lequel on va. Bah, merci Franck pour ton éclairage d'aujourd'hui. Oui. Je profite de cette vidéo pour dire que tu vas animer une conférence pour la présentation de ton livre Les larmes du Bouddha le samedi 16 septembre à 19h au Miroir de l'âme à Paris. Et que le dimanche 17, on animera en commun une table ronde autour du couple. Et d'ailleurs, tu avais un sous-titre par rapport à cette table ronde qui était une équation, c'est ça? Ah, le couple, une équation d'amour. Bon, bien sûr, c'est derrière, il y a on souhaite, et à la fois que le couple soit un lieu de plaisir, seulement de plaisir, et un lieu de bonheur, et seulement de bonheur. Oui, mais je veux dire, le bonheur est conjoint à... pas toujours à la puissance de l'engagement dans lequel on va pouvoir se mettre en expérience. S'il n'y a pas cette quête profonde d'aller plus loin vers soi-même et d'aller chercher plus loin vers soi-même et autres, je veux dire, le bonheur, il est dans cette quête-là, il est dans cette démarche-là, il est dans ce mouvement-là, quoi. Et à partir du moment, et ça vraiment je le répète avec force, à partir du moment où les deux partenaires sont dans un lien de complicité à cela, c'est-à-dire que ça veut dire que derrière, dans cet espace-là relationnel, il y a une très grande sécurité, c'est-à-dire l'autre n'est pas mon ennemi, et ça c'est précieux, hein, c'est parce que si j'en fais un allié bienveillant, alors là c'est vraiment une clé hyper importante, quoi. Et le couple doit être une alliance bienveillante de complicité. Si c'est un lieu de rivalité, de doute, de suspicion, de compétition et autres, c'est voué obligatoirement à l'échec et à la souffrance. Ça, c'est vendu avec. Hein, je veux dire, là, il n'y a pas de secret là-dessus, quoi. Donc, pour qu'il y ait cette bienveillance-là, il faut que je puisse me sentir en sécurité dans mon dévoilement par rapport à l'autre, que je puisse me sentir en sécurité dans ma mise à nu personnelle. C'est pas simple, hein, c'est pas simple de se mettre à nu, de mettre tout sur la table quelque part, parce que derrière, je sais que je ne suis pas que cette dimension-là d'expression, et que plus je serai précis dans cette mise à nu, dans cet éclairage, dans cette puissance d'élaboration, et plus je laisserai une place conséquente à mon identité profonde, à mon être profond, qui va prendre place en fait dans mon théâtre psychique et qui va rayonner aussi dans mon champ relationnel. Alors, soit évidemment avec mon partenaire de vie, soit avec, j'irai aussi mes amis et tous ceux qui m'entourent, et ça c'est vraiment important, quoi. C'est toujours une question de l'identité, une quête de l'identité. Et plus on comprend qu'on n'est pas simplement cette personnalité-là, qui se joue à travers évidemment une grande pièce de théâtre humaine dans laquelle on a fait plein de choses, mais que l'être est au cœur de ce mandat-là, qui est au cœur de cette représentation, et que c'est ma vraie identité profonde qui s'exprime en lien avec la source, avec l'intelligence supérieure, on l'appelle comme on veut. Une fois qu'on a senti ça, en tout cas moi je sais que je travaille vers ça, et que mon champ relationnel, mon champ d'intimité avec quelqu'un va m'aider à préciser ça, à dégager aussi toutes les entraves qui font barrage ou qui font obstacle, qui font écran au rayonnement et à l'émergence de mon être profond, de mon identité profonde. Merci Franck. Merci. À bientôt. Ouais, très bien.